Je donne la parole à Yann Bubien, directeur général du CHU. Oui, merci beaucoup. Donc Yann Bubien, je suis le directeur général du CHU d'Angers. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sous le soleil d'Angers. Oui, à moi aussi, on m'avait promis la douceur angevine et c'est pas tous les jours, mais ça va revenir. Donc je suis très heureux d'accueillir le CREPSI aujourd'hui et tout particulièrement d'accueillir, même si j'en ai l'habitude, puisque la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire, Cécile Courrèges, évidemment notre coordonnateur du CREPSI et président de la CRSA, le docteur Denis Leguet. Je suis évidemment heureux d'accueillir les VIP du premier rang. Je pense bien sûr au professeur Marie-Christine Hardy-Bellé, au professeur Duverger, à Vincent Caillet, qui est le chef de cabinet de Michel Lafourcade, le directeur général de l'ARS d'Aquitaine, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, Pierre Giraud, le président délégué régional à l'UNAFAM. Donc je suis très heureux d'accueillir le CREPSI aujourd'hui à Angers pour cette 5e journée thématique qui va parler de parcours de soins, qui va parler de loi de santé, qui va parler de GHT, qui va parler des outils et des objectifs santé mentale et loi de santé. Et c'est vrai qu'on est à un tournant cette année 2016, ou en tout cas à l'ouverture de nouveautés en matière de santé en général et de santé mentale en particulier, avec cette loi de modernisation de la santé qui a été votée en début d'année. Alors j'aime bien reprendre la phrase du général de Gaulle. Cette loi, c'est un texte, des pratiques, un esprit. Alors le texte, vous le connaissez, c'est la loi du 26 janvier 2016. C'est aussi des décrets, dont celui qui est paru ce matin au journal officiel sur les groupements hospitaliers de territoire. C'est donc un texte, c'est des pratiques. Les pratiques, c'est celles que nous allons élaborer tous ensemble. Tous les acteurs du territoire de santé. Je pense qu'on a besoin de travailler tous ensemble, le secteur MCO, le secteur psychiatrique, le médico-social bien entendu, mais aussi les autres, l'hospitalisation à domicile, les centres de lutte contre le cancer, les acteurs libéraux, les cliniques privées. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble et ça je crois que dans les pratiques, c'est ce que nous ferons dans le cadre de la gouvernance à venir. Et puis c'est un esprit. Et cet esprit, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. L'esprit de la loi, c'est d'abord et avant tout une stratégie collective, une stratégie de groupe. C'est comment travailler ensemble pour organiser mieux sur le territoire de santé des filières qui soient nécessaires, utiles et adaptées aux patients et à nos citoyens. Voilà, donc je vous remercie à toutes et tous d'être ici à Angers pour cette 5e journée thématique du CREPSI. Merci mon cher Denis. Merci Yann. Et je connais votre intérêt pour notre discipline et votre engagement pour les progrès qu'elle a à accomplir au service des patients, des usagers, des citoyens, on va dire. Je ne sais pas s'il faut réduire les personnes qui bénéficient des parcours de soins, des parcours de santé pour des raisons liées à leur pathologie psychique, doivent sempiternellement être considérés comme des patients. Merci à vous d'être venus nombreux à cette 5e journée thématique de la saison, puisqu'il y en a une autre avant, bien sûr. Et on s'excuse auprès des personnes que nous avons dû refuser, puisque cette journée a eu un certain succès. On s'excuse également d'avoir reporté la date. Certains d'entre vous, se sont inscrits à la première date et n'ont pas pu venir à la deuxième. Ça a permis à d'autres qui ne pouvaient pas venir à la première de s'inscrire à la deuxième. Donc je pense qu'on a globalement répondu à notre contrat. Aujourd'hui, notre CREPSI, notre centre ressources, vous propose donc de nous intéresser collectivement à cette question de la politique générale de la santé mentale dans notre pays. 2 événements importants sont donc intervenus cette année. Je ne les mettrai pas sur le même plan, bien entendu, bien qu'ils ne soient pas, à mon avis, sans rapport l'un avec l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les 2 témoins des indicateurs d'un changement d'état d'esprit, avec davantage d'ouverture, peut-être, de la part des professionnels. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Une autre façon de penser est d'encourager les changements de la part des pouvoirs publics,
et une autre implication des usagers, des représentants d'usagers dans cette dynamique. Ces deux événements sont la loi de santé, à laquelle vient de faire allusion Yann Bubien, avec cet article 69, ancien article 13, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui installe une logique de territoire et une logique de besoin d'offre de soins des territoires en amont, à l'origine de toute entreprise de changement. Madame la ministre a demandé à M. Laforcade, directeur général de l'Agence régionale de santé Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, de conduire une mission pour explorer les modalités, les leviers législatifs et réglementaires susceptibles de favoriser ces changements, en même temps qu'elle lui a demandé d'effectuer une très large concertation et de faire des propositions sur les directions que ce changement doit prendre. M. Laforcade est aujourd'hui souffrant et s'excuse de ne pouvoir partager nos réflexions, mais il a demandé à M. Vincent Caillé, son chef de cabinet qui a assisté à toutes les auditions et qui a participé à l'écriture de son rapport, je pense de manière assez intime, de le représenter et de nous faire part aujourd'hui des constats qui ont émergé de ces travaux. Ce rapport n'est pas encore remis à la ministre, il doit l'être incessamment et il ne pourra donc nous en donner la primeur quant aux recommandations. En revanche, je pense que vous pourrez nous parler effectivement de finalement ce panorama très complet que vous avez pu effectuer de la psychiatrie française en auditionnant l'ensemble de ses partenaires et de ses acteurs. Le deuxième événement, pour nous au CREPSI, c'est la parution du rapport du centre de preuves. Alors, je serai moins long pour le présenter, puisque le professeur Marie-Christine Hardy-Bellé, qui en a été l'initiatrice, la coordinatrice, et qui en porte aujourd'hui le message, va le faire dans un instant. L'essentiel, toutefois, ce travail rassemble les données probantes, aujourd'hui reconnues et admises, sur les stratégies thérapeutiques de prise en charge, et qui en distingue, qui en désigne les plus efficientes, les plus à même d'améliorer les parcours de soins et de vie des personnes en situation de handicap psychique sous-tendu par un trouble schizophrénique. Pour nous, c'est un événement très marquant parce que c'est la première fois qu'on sort des hypothèses, des théories, même si on les a mises en pratique pendant des décennies et à bon droit, et avec des résultats, mais on sort des théories et des hypothèses pour adopter une démarche rationnelle pour guider nos choix, qui sont des choix de traitement, mais surtout aussi des choix d'organisation, des choix d'orientation des parcours. Alors, il nous est venu l'idée que nous pouvions peut-être, dans une même réunion, parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait développer, et dans le même temps de parler des modalités de mise en place, des leviers dont on disposerait pour le faire, et des orientations qu'on s'apprête à prendre, que les pouvoirs publics s'apprêtent à prendre. Je voudrais également remercier pour leur contribution Nathalie Seignerin, qui va remplacer Madame Plantevin, qui elle-même est également souffrante et s'excuse de ne pouvoir être là, qui animera une table ronde, Pierre Giraud, délégué régional de l'UNAFAM, qui en animera une autre. Et enfin, je voudrais remercier Madame Cécile Courrèges, directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, qui va assister à nos présentations et débats et conclura cette journée sur les questions qu'elle se pose et les convictions qu'elle en retire, peut-être, j'espère. Je donne la parole à Madame Courrèges. Merci. Merci à vous. Merci à Yann Bubien de nous recevoir au CHU d'Angers. Effectivement, j'ai tendance à y passer tous mes vendredis après-midi depuis quelques semaines, mais c'est toujours un grand plaisir de venir ici. On est toujours bien accueillis. Merci à Denis Leguet surtout d'avoir pris cette initiative et au CREPSI d'organiser cette journée. Effectivement, quand Denis Leguet me l'a évoqué, tout de suite, je lui ai dit oui, c'est une excellente idée et c'est le bon moment. C'est le bon moment en tous les cas du côté de l'agence régionale de santé parce que justement on est un peu
au milieu de nos réflexions sur un certain nombre de sujets. Sur la santé mentale, vous le savez, on est investi sur ce sujet-là, et on en a fait un chantier prioritaire maintenant depuis 2 ans au sein de l'agence, avec des chantiers menés au niveau régional avec notamment les établissements et les professionnels sur à la fois les sujets de financement, mais aussi les sujets de ressources humaines, puisqu'on sait que c'est un sujet de préoccupation important dans le domaine de la santé mentale, et qui conditionne quand même beaucoup de la capacité à faire et à accompagner et apporter des projets. Mais on a souhaité aussi intégrer dans nos travaux une dimension de départ territoriale, et c'est pour ça qu'on a sollicité l'ANAP il y a quelques mois déjà pour engager une démarche autour d'un diagnostic territorial et autour des parcours des personnes dans le domaine de la santé mentale. Et on fait ça dans un département, la Sarthe actuellement, avec l'idée de pouvoir tirer les leçons à partir de cette expérience départementale pour faire cette même démarche dans tous les départements de la région. Et donc c'est pas surprenant que je sois ici accompagnée à la fois du directeur du projet régional de santé, de la coordinatrice des questions de santé mentale à l'agence, et de plusieurs représentants des délégations territoriales de l'agence, parce que tout ça va trouver sa place à un moment donné dans le projet régional de santé. Donc on doit faire aboutir au 1er janvier 2018, et dans lequel clairement la question du parcours des personnes et sur le domaine de la santé mentale, on est au cœur de cette question-là, devrait trouver toute sa place. Donc nous, aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est vraiment justement de pouvoir vous entendre ce qui va pouvoir être présenté, puisque pour nous aussi, les deux rapports missions qui ont été évoqués sont aussi des sources d'inspiration. Donc le retour du rapport de Michel Laforcade et la présentation du professeur Hardy Bailey sont des éléments importants, mais aussi ce qui pourra être échangé et dit dans la salle, et aussi à l'occasion des 2 tables rondes, parce qu'on est vraiment à un moment où on a besoin nous-mêmes de pouvoir poser les éléments de ce qui feront demain notre stratégie régionale dans ce domaine-là, mais aussi de ce qu'on va pouvoir conduire sur le terrain, parce que c'est ça aussi notre préoccupation, et notre souhait, c'est justement de se saisir de ces nouveaux outils qui sont apportés par la loi santé, et notamment de l'article 69, ex-article 13, donc qui prévoit qu'on puisse définir un diagnostic territorial en santé mentale qui serve de base à un projet territorial de santé mentale, qui pourra donner lieu éventuellement à une contractualisation avec l'agence dans le cadre d'un contrat territorial de santé mentale, et éventuellement même à la constitution ensuite autour de ce contrat de santé mentale d'une communauté psychiatrique de territoire. Donc vous voyez un peu tout le dispositif. En tous les cas, notre souhait, c'est de pouvoir se rentrer dans de pouvoir déjà réfléchir à cette démarche avant la fin de l'année, dans les prochains mois, qu'on puisse avoir une réflexion régionale dans cette démarche, et qu'on puisse surtout s'en saisir dans chaque département et au niveau territorial dont on conviendra ensemble dans les premières semaines de 2017, parce qu'il nous paraît effectivement essentiel d'entrer dans cette démarche territoriale autour du parcours de vie des personnes présentant effectivement des troubles, souffrant au niveau de la santé mentale. Et donc c'est vraiment cette démarche qu'on souhaite conduire. Mais comme l'a rappelé aussi Yann Bubien, c'est un ensemble, c'est pas effectivement seulement la santé mentale, c'est effectivement l'ensemble du parcours des personnes. Et donc on doit avoir aussi une approche plus large, une approche territoriale beaucoup plus large, et je dirais le panel des acteurs qui vont être appelés à se mettre autour de la table, il est extrêmement large. Les acteurs médico-sociaux ont été évoqués, mais je voudrais aussi évoquer les acteurs sociaux, puisqu'on est aussi dans ce domaine-là, et là clairement on n'est pas dans un champ de responsabilité seulement de l'agence régionale de santé. C'est beaucoup de partenaires qui sont appelés autour de la table si on veut avancer concrètement sur ces questions et améliorer surtout la situation concrète et vécue des personnes concernées, et répondre aussi aux attentes de leurs proches, parce que c'est tout un environnement aussi qui est concerné sur ces sujets. Donc je vous le dis tout de suite, je n'apporterai pas mes réponses en conclusion, si c'était l'attendu de cette journée.
En revanche, effectivement, je suis là vraiment pour entendre ce que vous avez à nous dire pour que ça puisse venir alimenter notre réflexion et puis effectivement peut-être partager à la fin avec vous aussi ce que ça peut susciter déjà comme interrogation, questions ou pistes de travail pour la suite. Merci Madame Courrèges et je vais maintenant passer la parole à Marie-Christine Hardy-Bellé pour la présentation du rapport et de la démarche du centre de preuve. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie vivement... Où il est, Denis ? Ah, je ne te voyais plus. Je remercie vivement Denis et Madame Courrèges de m'avoir donné l'occasion de présenter donc les principales propositions du rapport du Centre de preuve en psychiatrie et en santé mentale. Et d'abord, de vous dire un petit mot de ce qu'est le Centre de preuve en psychiatrie et en santé mentale. En fait, ce dispositif a 3 missions. La première mission, c'est d'être une force de proposition avec comme méthode de confronter les données de la littérature nationale ou internationale et l'état de l'existant, c'est-à-dire la réalité des pratiques en France, pour pouvoir dégager des pistes d'amélioration. Et dans la modalité de rédaction du rapport que nous avons eu, une commission a été chargée d'établir la pertinence de ces propositions et l'applicabilité en France de ces propositions. La psychiatrie a été un petit peu réservée pendant longtemps sur la notion de preuve. Alors, bien que ces temps soient maintenant révolus, je pense qu'il faut garder à l'esprit incontestablement 2 types de tyrannie de la preuve que nous devons éviter, que nous avons tenté d'éviter dans la rédaction du rapport. La première tyrannie, c'est la tyrannie de la preuve de très haut niveau scientifique. Ça peut valoir, ce type de tyrannie, vous savez ce que ça implique ? Ça implique que ne serait valable qu'une preuve recueillie dans un design expérimental de type essai comparatif contrôlé. Qu'en dehors des données recueillies dans ce cadre-là, aucune donnée ne serait pertinente pour alimenter l'innovation ou nos réflexions. Ça peut valoir éventuellement pour des objets très simples, et encore, mais prescription d'un neuroleptique versus un autre, par exemple. Mais pour des objets complexes, comme le sont par exemple les organisations, ça ne marche pas du tout parce que les designs ne sont pas de ce type-là. Et donc, pour travailler sur les preuves, nous avons été obligés de faire appel à des données venues de champs extrêmement divers, parce que quand vous croisez les différents champs bibliographiques, vous vous apercevez qu'il y a une convergence scientifique qui donne une validité méthodologique très forte à certaines propositions plutôt qu'à d'autres. Donc c'est vrai que c'est un énorme travail parce que vous croisez des champs bibliographiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres a priori. Quand vous les travaillez tous, vous vous apercevez qu'en fait, au bout du compte, ils disent tous un peu la même chose. Donc, plus que la preuve au sens, voilà, on a une preuve de haut niveau scientifique et elle vaut pour tout le monde, on s'est attaché à la notion de convergence scientifique. Le deuxième type de tyrannie, c'est la tyrannie de l'usage de la preuve. C'est-à-dire, un modèle marche bien quelque part, eh bien on va l'implanter tel quel, puisqu'il est validé quelque part, on va l'implanter tel quel chez nous, enfin en France. En fait, ça ne marche pas. Parce que ce qui émerge, c'est plutôt que des organisations toutes faites qu'on pourrait implanter, des caractéristiques communes à toutes les organisations et qui donc pourront s'adapter aux différences de territoire en matière de ressources, en matière d'obstacles, en matière de manque, etc. Donc la littérature est très intelligente parce que l'organisation de l'Angleterre ne conviendra pas à la France, l'organisation de la Nouvelle-Zélande ou du Canada ne conviendront pas à la France. En revanche, vous allez pouvoir dégager des caractéristiques communes à toutes les organisations qui privilégient donc ce que vous devez vraiment mettre en place parce qu'elles ont été vraiment fortement validées, mais que vous allez le faire de manière flexible selon le territoire d'implantation où vous êtes. Et c'est donc dans une logique de modèle de flexibilité-évaluation que le centre de preuve s'inscrit. Flexibilité dans la déclinaison des propositions
Et bien sûr, évaluation, puisque flexibilité, de l'impact de l'organisation spécifique que vous avez mise en place pour faire la preuve que l'impact sur les populations que vous traitez est positif. Donc, l'engagement du centre de preuve est bien celui-ci, d'accompagner la mise en œuvre de nouvelles organisations et de proposer des évaluations pour les accompagner. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, qui a fait couler beaucoup d'encre dans la littérature, sur la base du fait que si vous produisez des recommandations, elles ne sont pas appliquées. On a plein d'exemples, pas seulement en France, mais partout, que ce n'est pas parce que vous dites aux gens ce qu'ils doivent faire qu'ils le font. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'écrire des recommandations, il s'agit d'accompagner le changement. C'est-à-dire, on part du postulat que si vous diffusez les savoirs aux acteurs de terrain, les arguments, au plus près de leur lieu d'exercice et de leurs préoccupations, par exemple, faire un projet d'établissement, c'est une préoccupation. Si vous leur donnez à ce moment-là les savoirs utiles, ils vont se les approprier. Donc, tout le travail réside dans la capacité à diffuser les savoirs pour accompagner des implémentations de nouvelles organisations. Et, deuxième élément, d'aider les acteurs à pouvoir les évaluer, donc par des indicateurs d'impact, les évaluer quand ils les mettront en place. Donc le rapport pour nous n'est vraiment qu'une première étape, et c'est plutôt un guide pour accompagner les changements au plus près des acteurs. Bien sûr, l'ARS a un rôle majeur à jouer dans la conduite de ce changement et dans le soutien qu'elle peut apporter aux acteurs de terrain que nous sommes pour qu'ils aillent dans le changement. On a besoin de l'ARS pour qu'elle nous fasse confiance. Donc nous avons mis en place, et en fait, ça c'est pour vous, hein, parce que... Mais bon, donc c'est Denis, hein, tu m'avais dit, tu dis bien que... Ben voilà, c'est dit. Ça tombe bien, je le pense, mais c'est dit. Donc, si vous voulez, sur la demande des acteurs, bizarrement, qui rencontrent la préoccupation internationale d'accompagner le changement, les acteurs nous ont demandé, pour les uns, de les aider à concevoir un projet d'établissement, pour les autres, de pouvoir concevoir un projet territorial, pour d'autres, etc., en leur transmettant ces savoirs et en les aidant donc à mettre en place des indicateurs de changement. On a donc constitué, pour eux, un dispositif qu'on a appelé d'assistance scientifique et professionnelle. Certains voulaient l'appeler dispositif d'assistance technique, mais ça faisait un peu plombier. Donc, Christine, je suis désolée, on l'appelle scientifique et professionnel. Donc, un dispositif qui est vraiment à la disposition des acteurs de terrain. Troisième mission, mais en fait, ça rejoint la seconde, c'est que, comme vous l'aurez compris, cette commission soutient le processus d'évaluation de deux manières. D'une part, comme je le disais tout à l'heure, en accompagnant les acteurs pour concevoir des indicateurs d'impact pouvant être recueillis en routine. Parce que la vérité, quand vous mettez, et on le voit en France dans plein d'endroits, des organisations exemplaires, des organisations innovantes, des organisations originales, non du tout évaluées, ni elles sont valorisées, ni elles sont diffusées. Alors il y a plein d'endroits en France où il y a des choses merveilleuses qui se font, mais il y a des retours qui ne se font pas. Donc l'idée d'aider certains dispositifs innovants à s'évaluer pour se valoriser et montrer aux ARS tout le bon boulot qui est fait dans plein d'endroits, c'est aussi ce que nous essayons de faire. Et puis, pour ceux qui aiment faire de la recherche, donc aider à la conception de recherche d'épidémiologie évaluative, donc évaluation des dispositifs de santé, évaluation des parcours, mais là, dans un cadre de recherche au design très contraint, quand même, il faut le dire, et pour des équipes qui ont l'habitude de faire de la recherche. Mais déjà, pouvoir recueillir en routine des indicateurs d'impact, c'est une manière de décrire ce qui se fait, et c'est une vraie démarche évaluative. Alors, voilà l'introduction. Juste pour vous dire que donc le centre de preuve vient d'ouvrir une nouvelle thématique qui est le parcours de santé des personnes addictes, compte tenu de la préoccupation que constituent les addictions en France.
Et que donc là, le groupe commence. Et donc là, je vous dis voilà, quelles sont les propositions qui visaient à répondre à la question comment améliorer le parcours de soins et de vie de la personne vivant un handicap psychique en lien avec un trouble mental sévère et persistant. C'est long comme titre, hein. Chaque fois j'ai du mal à le dire. Et en particulier un trouble schizophrénique. Pourquoi cette restriction du thème ? C'est parce que beaucoup de données concernant le handicap psychique vient de la population de patients présentant un trouble schizophrénique, qui, vous le savez, est le trouble qui présente le plus gros potentiel de handicap. Et donc, il y avait, sur cette thématique, qu'on pourrait appeler une filière, sur cette thématique, il y avait un potentiel d'amélioration important, parce que beaucoup de données. 2 petites remarques préalables à la présentation du rapport. La première remarque, c'est que partout dans le monde, il y a une distinction très claire qui est faite entre l'organisation de l'offre de santé pour les personnes présentant un trouble mental fréquent, trouble anxieux, trouble dépressif, trouble de la personnalité, enfin voilà, et une organisation très différente pour la population de patients qui présentent un trouble mental sévère et persistant. Et je pense que c'est important de pouvoir montrer qu'il y a des distinctions à faire, pour mieux les penser d'ailleurs, dans ces 2 types de populations, sachant par ailleurs que le secteur de psychiatrie est attendu fortement, puisqu'il a un rôle pivot à jouer pour la population des personnes qui présentent un trouble mental sévère et persistant, et sans doute moins important pour les personnes qui présentent un trouble mental fréquent. Ça ne fait pas toujours plaisir de dire ça comme ça à tout le monde, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc nous nous situons dans l'organisation pour les troubles mentaux sévères et persistants. La deuxième remarque importante, c'est que partout, et désormais, c'est la logique que l'on appelle la logique de rétablissement qui va constituer la visée de toutes nos organisations. La difficulté, c'est de définir ce qu'est le rétablissement. Alors nous avons une spécialiste dans la salle de cette définition, qui est Madame Touroud, qui baisse le nez pour pas que je la questionne là-dessus. Mais Mme Touroud, qui est quelqu'un de l'UNAFAM, nous a fait un cours à Versailles sur le rétablissement qui a entraîné l'engagement de tous les professionnels sanitaires qui étaient présents, à peu près 120 personnes. Tout ça pour dire que ce n'est pas si simple que ça de bien définir le rétablissement. Parce que si vous êtes des professionnels de santé, vous allez dire que vous faites bien entendu tout pour rétablir votre patient. Alors, pour essayer de vous montrer la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui rétablissement, je vous donnerai l'exemple que m'a donné Mme Touroud pour me le faire comprendre. Non, j'avais compris quand même un peu. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne manière de le dire. Un dossier arrive à la CDAPH, où Mme Touroud était présente, d'un schizophrène de 50 ans qui vivait avec ses parents, et, voilà. Et les 2 parents, coup sur coup, décèdent. Et cette personne reste donc seule, dans une grande maison. À ce moment-là, le tuteur demande et fait un dossier MDPH pour obtenir un FAM. Et puis, bon, vous savez, est-ce qu'il y a des places, ceci, cela, mais peut-être pas, comme il faut, 0 sans solution et tout ça. Et Mme Touroud pose la question, mais finalement, cette personne qui a signé le bon pour FAM, est-ce que finalement, il est d'accord pour quitter la maison ? Et le tuteur dit, non. Il voudrait rester chez lui. Si vous êtes dans une logique de rétablissement, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous posez la question, quelle est l'organisation que nous devons mettre en place pour que cette personne dont le projet de vie est de rester chez lui, reste chez lui ? Et donc, c'est ça, la logique de rétablissement. C'est prendre le projet de la personne comme structurant pour l'organisation qu'on va mettre en place. Nous, peut-être qu'on aurait plutôt eu tendance à essayer de travailler avec lui pour le convaincre que finalement un FAM, c'était bien. Vous voyez, ça renverse quand même quelque chose. On est, avec la logique de rétablissement également, dans une logique contractuelle. Par exemple, si je poursuis l'exemple, on va dire à ce monsieur, OK, vous restez chez vous, on va faire un suivi intensif. Si jamais vous traversez une crise parce que décès de vos parents, mais on signe un contrat. C'est-à-dire que vous acceptez de nous ouvrir la porte, vous acceptez de prendre le traitement qu'on vous prescrit, vous acceptez de travailler avec nous, et vous signez. Donc on contractualise les devoirs de chacun. Donc comment, dans une organisation, on peut
établir cette négociation et ce contrat de santé qu'on va faire avec lui. Et puis bien sûr, dans la logique de rétablissement, on est dans la nécessité de penser, et les secteurs de psychiatrie s'y retrouvent bien, dans une logique de proximité. C'est-à-dire que si on veut organiser les soins autour d'un patient, il faut considérer que le patient va parcourir tant de kilomètres et n'ira pas plus loin. Et donc, tous les projets que l'on peut faire avec lui et les périmètres de ces organisations de proximité doivent être dans l'environnement naturel du patient et près de ce à quoi il peut accéder. Alors voilà les 3 propositions clés du rapport. Alors en fait, il y en a plus, mais c'est ces 3-là qui me semblent les plus importantes. Première, j'y reviendrai après rapidement sur chacune. Je bois un petit coup, j'ai réveillé mon chat. Le pauvre. Selon les données probantes, une responsabilité géopopulationnelle, vous voyez, les secteurs connaissent bien ça, une responsabilité géopopulationnelle du suivi social doit être envisagée dès le début du parcours, ce qui veut dire sans attendre la reconnaissance MDPH, dès que le diagnostic est posé, et doit être assurée en propre par les acteurs du champ social ou médico-social. Donc j'y reviendrai. Deuxième proposition, selon les données probantes, les soins ambulatoires sont le pivot de l'organisation de l'offre de soins, vous en conviendrez, mais la différence, là, qu'on apporte, c'est à condition de bien définir les objectifs du suivi, ses limites et ses conditions de faisabilité, j'en dirai un mot. Troisième élément, on parle beaucoup de coordination en France tout le temps, à tous les niveaux, il faut se coordonner. L'idée, c'est qu'en fait, la seule vraie coordination, elle se fait auprès du patient. La coordination entre un référent social et un référent sanitaire, ça se ferait auprès du patient. C'est là où se noue vraiment la coordination. Au niveau du territoire, on parlerait davantage d'une planification territoriale des ressources qui fait qu'à chaque instant dans le parcours, l'équipe référente va pouvoir solliciter le territoire pour un dispositif, une technique, voilà, qu'il ne possède pas en propre. Donc ça permet de positionner territoire de proximité, coordination, territoire projet, comme le disent les autorités de tutelle, avec recours territorial pour des ressources qui doivent être mutualisées. Toute la question étant ensuite, qu'est-ce qu'on peut mutualiser et qu'est-ce qu'il ne faut pas mutualiser ? Alors, rapidement, première proposition, la continuité du suivi social. Qu'est-ce que c'est que ce référent social ? Qu'est-ce que serait ce référent social ? Donc, il assurerait la continuité, puisque la caractéristique commune, c'est pas au secteur de psychiatrie que je vais apprendre ça, la caractéristique commune majeure, c'est la continuité du suivi social et sanitaire tout au long du parcours. Donc, ce référent social assure la continuité d'une population géopopulationnelle, c'est-à-dire délimitée sur une zone géographique qui sera celle du secteur de psychiatrie, et à géométrie variable. C'est-à-dire que la personne peut avoir besoin de voir son référent social 2-3 fois dans la journée, et parfois plus pendant un mois ou 2. Donc à géométrie variable. Mais c'est la même personne qui va assurer ce suivi. Il va intervenir beaucoup chez le patient ou dans les lieux voulus par le patient. Il a énormément de missions, dont, parmi ces missions, les démarches pour accéder aux droits et aux services, l'aide à la vie quotidienne et au rétablissement. Donc c'est un soutien fort de rétablissement, dans une posture, vous savez, dont on parle beaucoup maintenant, qui est l'éthique du care, c'est-à-dire une fonction qui est beaucoup de renarcissisation et d'accompagnement dans le projet de vie, et soutien à l'accès aux soins, bien évidemment, puis comme il sera en coordination avec le partenaire sanitaire, ça va aider. Et ça s'exerce, cette fonction-là, quel que soit le lieu d'hébergement du patient. Ce qui est extrêmement important, ça veut dire que le patient soit hébergé dans une structure médico-sociale, qu'il soit dans un logement autonome, le référent social est toujours là. Alors, ça pose quelques problèmes, parce que si le patient est dans un FAM, le référent social continuera à s'occuper de lui. Et donc, ce référent social est un levier fort de déchronicisation du parcours du patient. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une structure médico-sociale,
Vous savez que la chronicité auparavant était beaucoup dans les services de psychiatrie. Et maintenant, elle a été, cette chronicité, trans-institutionnalisée, c'est-à-dire transmise au secteur médico-social. Et donc, il y a un vrai souci de chronicité dans les structures médico-sociales. La présence d'un référent qui suit bien l'augmentation, je dirais, de l'autonomie du patient, l'amélioration de l'autonomie du patient, et qui va lui dire, peut-être que tu peux changer de structure, tu es beaucoup plus autonome maintenant, c'est un levier de déchronicisation. In fine, l'important, c'est que le patient n'a plus qu'un référent social tout au long de son parcours. À partir du moment où ce qui est attendu, la visée finalement de ça, c'est qu'il y ait une certaine forme d'indépendance, de posture, de fonctionnement, d'identité entre le sanitaire et le social, il faut qu'on puisse assurer cette indépendance de l'accompagnement social. Et l'idée, c'est de constituer une plateforme territoriale de travailleurs sociaux, qu'on pourrait appeler un collège, pour éviter plateforme d'appui et tout plein de plateformes, là. Donc, collège de travailleurs sociaux territorial, de manière à ce que chaque équipe de travailleurs sociaux qui ira travailler auprès des équipes de secteur puisse constituer une dynamique propre, un espace identitaire qui assure la formation spécifique, continue, les échanges entre pairs, l'évaluation sociale de l'action, etc. Et donc, ce collège territorial des travailleurs sociaux soit porté par un opérateur sanitaire. Non. Je voulais voir si vous suiviez. Moyen, hein, c'est vrai que c'est l'heure de la sieste, mais donc doit être absolument porté par un opérateur social ou médico-social. Faut le trouver. Donc, qu'est-ce que vous allez inventer, vous, ici, comme opérateur social ou médico-social? Et puis, quel financement? Bon, là, il y a un premier rang, là, à qui on pourra... Alors, est-ce que ce suivi social, aujourd'hui, est assuré? La réponse est non. Nos assistantes sociales du secteur de psychiatrie n'ont pas du tout les moyens d'assurer un suivi social de cette exigence. Et deuxièmement, les différents services de soutien social, il y en a énormément. Ils sont offerts de manière cloisonnée dans l'espace ou dans le temps. Souvent, on nous dit, les SAVS, c'est exactement ça. Attendez, les SAVS, vous avez vu la population qui est ciblée pour un SAVS. C'est 40 patients, 40 personnes. Là, nous ciblons 300 personnes. Si vous faites le calcul des files actives des secteurs de psychiatrie, ça fait 300 patients relevant de cette problématique-là. Premièrement. Deuxièmement, le SAVS est sollicité quand il y a une reconnaissance MDPH. Mais là, on dit non, pas du tout. Il faut qu'il intervienne dès le début des troubles. Troisièmement, le périmètre d'intervention d'un SAVS n'est pas le périmètre du secteur géographique des secteurs de psychiatrie. Donc, si ces conditions étaient réunies, super le SAVS. Mais est-ce qu'il pourra un jour répondre à ces exigences? Si oui, très bien. Cette équipe référente sociale doit ensuite, comme on le disait, pouvoir recourir aux ressources du territoire. C'est-à-dire qu'à chaque étape du parcours, elle doit pouvoir, pour configurer un projet, par exemple, avoir à disposition un dispositif d'évaluation du handicap psychique qui permette d'orienter les projets. Alors j'ai mis là, mais à le relire, je me dis qu'il est... Je voulais parler des conseils locaux de santé mentale, mais je ne sais pas très bien où les mettre dans les diapos, donc j'ai mis là. Mais à partir du moment où vous êtes dans une logique d'inscrire, d'inclure le patient dans son environnement naturel, alors bien sûr, les conseils locaux de santé mentale sont un allié extrêmement important. Donc, dans tout type de projet de ce type, bien sûr que les conseils locaux de santé mentale sont tout à fait importants. Si on revient au niveau du territoire, ce que demandera le référent social, c'est de pouvoir compléter le panel des dispositifs mis à la disposition du patient, aussi bien en termes d'hébergement qu'en termes d'accompagnement à l'emploi. Alors, j'ai rajouté, notamment en milieu ordinaire. Madame Touroud nous dit souvent, oui, mais très bien le milieu ordinaire, mais il ne faut pas faire du tout milieu ordinaire.
Et bien évidemment qu'elle a raison, il y a des moments dans le parcours où la personne va avoir besoin d'un hébergement en structure médico-sociale. Donc c'est important que les tutelles gardent à l'esprit qu'il faut un panel et non pas faire que du milieu ordinaire. Mais c'est vrai qu'en France, le milieu ordinaire est quand même assez peu développé. Donc il est important d'y penser et de pouvoir offrir ce panel. Deuxième proposition, les soins ambulatoires. La visée des soins ambulatoires, c'est 2 choses essentielles. Éviter les hospitalisations. C'est pas seulement pour réduire le nombre de lits et à visée économique. C'est que toutes les données montrent que les hospitalisations ont un caractère qui peut être très délétère pour le patient et pour le parcours. Et que si on peut, deuxième élément, si vous pouvez donner les soins chez le patient, qui est maître chez lui, alors qu'au CMP, vous êtes maître chez vous, et donc là, vous le mettez en position de vous accueillir, ça change complètement l'appropriation du traitement par le patient. Donc, éviter les hospitalisations et soigner dans le milieu naturel du patient, ce qui permet, et c'est la deuxième exigence, d'engager le patient dans les soins. Donc, comme je le disais, toutes les données ont montré que le suivi ambulatoire était plus efficace que l'hospitalisation en termes d'amélioration globale du patient, même au niveau symptomatique, et d'engagement dans les soins. Et ce qui est plus intéressant, c'est que ça a été validé pour les patients les plus lourds. C'est-à-dire, je les ai définis, typiquement, soyons honnêtes, c'est ceux qu'on hospitalise juste immédiatement, instables symptomatiquement, ayant un syndrome de la porte tournante, vous savez, qui reviennent sans arrêt en hospitalisation, des hospitalisations itératives, une mauvaise compliance aux soins et une reconnaissance faible des troubles. Franchement, vous prenez ces caractéristiques, vous êtes en urgence, vous voyez un patient qui présente ces signes, vous l'hospitalisez. Et bien c'est même pour cette population-là, ces moments-là du parcours, où il a été montré que ne pas les hospitaliser est préférable. À condition bien sûr, de pouvoir assurer un suivi intensif. Qu'est-ce que c'est qu'un suivi intensif ? C'est de pouvoir, pendant le temps de la crise, intervenir parfois jusqu'à 2 fois dans la journée auprès du patient. Être extrêmement vigilant sur les prescriptions, travailler avec lui à l'engagement dans les soins, travailler avec lui au niveau de la réhabilitation, au niveau soins de réhabilitation, mais le faire dans son environnement naturel, ce qui est beaucoup plus efficace. Alors les obstacles à tout ça, notamment au suivi intensif, il faut y croire. Et c'est vrai qu'on a, nous je trouve, alors vous questionnerez pour vous-même, mais on a quand même beaucoup un principe de précaution en France. Alors vous direz, mais c'est surtout parce qu'on n'a pas les moyens de faire de suivi intensif. J'en suis pas complètement convaincue. On a quand même un principe de précaution. Et donc, on doit se poser la question, chaque fois que le patient n'est pas dangereux pour lui-même ni pour autrui, est-ce que c'est pas mieux de faire un suivi intensif chez lui en mettant en place, et ça c'est indispensable, la logique contractuelle. On va faire un contrat avec lui. Il s'engage lui aussi. Et puis, il faut avoir les moyens d'assurer le suivi intensif. Pendant tout un temps, dans les autres pays, ils ont testé l'intérêt d'avoir un dispositif dédié juste au moment de la crise. Donc, vous aviez les équipes référentes, et puis en moment de crise, ils sollicitaient un dispositif dédié pour gérer la crise. Ils ont beaucoup étudié ça, et ils se sont aperçus qu'en fait, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, parce que la continuité du parcours de soins était altérée. Et que donc, ils sont complètement revenus sur actuellement une organisation qui postule qu'il faut que ce soit la même équipe qui assure le suivi courant et le suivi intensif. Et quand on fait un suivi sanitaire intensif, il ne faut pas oublier l'importance du suivi social qui doit accompagner ce suivi sanitaire. C'est pas l'idée, et bien là, pour l'instant, il est en crise, donc c'est le sanitaire qui va y aller, et quand il ira mieux, paf, c'est le social qui pourra prendre le relais. Il faut une collaboration en permanence. Pourquoi le suivi ambulatoire est aujourd'hui envisageable ? Pour une raison simple, c'est que vous savez qu'on a eu la révolution chlorpromazine, comme on le dit, qui a permis de se faire sortir les patients de l'hôpital. Aujourd'hui, on a la révolution soins de réhabilitation. Et vous savez que ce sont les seuls soins qui permettent de réduire le déficit fonctionnel des personnes et donc qui permettent de le maintenir au domicile.
Si vous voulez faire un suivi ambulatoire sans ces techniques qui le rendent possible, autant dire que vous êtes très bancal. Donc vous n'arriverez pas à assurer un suivi ambulatoire. Ce qui veut dire que le suivi ambulatoire, il impose deux choses. Il impose une excellence dans la gestion des psychotropes. Puisque vous êtes dans réduction du déficit fonctionnel, maintien au domicile, vous devez être extrêmement précautionneux sur les prescriptions, et en particulier sur les effets négatifs des prescriptions, d'abrutissement, enfin, je ne vais pas le dire en termes trop techniques, mais enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose. Or, vous savez qu'en France, ce sont les psychotropes qui offrent, je dirais, le plus de iatrogénie. Donc c'est dans la gestion des psychotropes qu'il y a le plus de iatrogénie médicamenteuse, le plus d'événements indésirables en termes de fréquence. Même si ce n'est pas les plus graves, c'est les plus fréquents. Donc on a un potentiel d'amélioration très clair dans la gestion des psychotropes. Et puis bien sûr offrir aux patients les soins qui ont fait la preuve de leur efficacité, c'est-à-dire les 3 grands soins de réhabilitation. Que l'équipe d'ailleurs le fasse en propre dans son secteur ou de manière mutualisée avec les secteurs qui, eux, le développent. De la même manière, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au recours territorial, si une équipe de secteur n'a pas à sa disposition l'évaluation du handicap psychique fine, qui est absolument nécessaire pour guider le projet de soins, et le projet de vie d'ailleurs aussi. Donc s'il n'a pas une équipe spécialisée d'évaluation du handicap psychique, qui devrait exister partout et être disponible pour tous les secteurs de psychiatrie, ou s'il y a une technique de soins qu'il ne développe pas en propre, alors il doit pouvoir le mutualiser sur le territoire, par des accords conventionnels. Dernière proposition, donc je vous parlais de la coordination socio-sanitaire au plus près du patient. Il y a une organisation de proximité qui a été largement validée dans la littérature, qui est ce qu'on appelle l'équipe resserrée. Cette équipe resserrée, elle est composée du patient, de personnes de confiance, c'est-à-dire les personnes souhaitées par le patient, 4 personnes au maximum, ça peut être la famille, une personne de confiance, un ami, enfin voilà, d'un référent social et d'un référent sanitaire. Donc vous voyez qu'en termes de quantité, le patient et sa famille est plus lourde en termes de quantité que le référent social et le référent sanitaire. Donc la parole est favorisée. Cette équipe s'engage à élaborer un programme personnalisé d'intervention, qui est donc négocié, où chacun s'engage à quelque chose. Et c'est dans ce contrat négocié d'intervention, où les acteurs signent qu'ils vont s'impliquer, que réside ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la capacité du patient à garder le contrôle sur ce qui va lui être proposé et ce qu'il va s'engager à accepter dans ce qui lui est proposé. Donc cette équipe se réunit au minimum 3 fois pour voir finalement si le projet qui a été proposé dans le cadre de cette équipe s'est mis en place. Si le projet ne s'est pas mis en place, il faut le réviser. Et ce projet est tracé dans un dossier qui est donc partagé avec le patient. Donc c'est écrit et le patient peut s'y référer. Dernier élément, je suis désolée, c'est sorti des cases. Vous voyez là, j'ai remis les 4 propositions essentielles. Premièrement, une responsabilité géopopulationnelle du suivi social. Deuxièmement, l'engagement des équipes sanitaires dans éviter les hospitalisations et engager dans les soins. La coordination en équipe resserrée et le niveau territorial, pour vous montrer qu'en réalité, et c'est partout comme ça, il s'agit de mettre en place un programme intégré de santé. Vous ne pouvez pas proposer de développer une des branches sans monter en charge sur les autres branches, parce que tout va de pair. Et donc, vous ne pouvez par exemple pas dire, finalement, ce qu'il faut faire en priorité, c'est mettre en place une équipe de suivi social. Pas du tout. Si vous ne mettez pas en place le reste, votre équipe de suivi social, ça ne va rien apporter. Donc on est là dans un projet qui nécessite d'envisager une montée en charge, et pas tout de suite, mais en tout cas, que les 4 cases soient ouvertes
Et puis, chaque case s'améliorera ou s'implémentera plus ou moins vite. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et pour terminer, ça revient à ce que je disais au début, pour que les équipes s'engagent dans des projets comme ça, qu'elles essaient de voir avec leurs ressources actuelles, avec leur dynamique de soins actuelle, qu'est-ce qui va constituer le premier temps de cette montée en charge. C'est une vraie co-construction qu'ils ont à faire avec notamment le dispositif qu'on leur propose au niveau du centre de preuve, de les accompagner pour co-construire une programmatique d'amélioration. J'ai fini, Denis. Ah bon, non, parce que je te vois arriver, je dis juste, je fais un truc qu'il ne faut pas faire. Peut-être c'est parler trop, parce que c'est tout ce que je fais. C'est bon. Et donc, vous voyez que le centre de preuve n'a pas de sens si on ne met pas les deux pavés, à savoir le rapport et l'action de diffusion des savoirs, implémentation des améliorations. Et c'est sur la base de cet accompagnement des établissements, de voir un peu comment les établissements se saisissent, ou plus difficilement de certaines propositions, d'avoir votre retour, qu'on prévoit plutôt que proposer, qu'on prévoit de réactualiser le rapport, de le réécrire en 2018 sur la base des retours de terrain et de l'existant et de ce que vous aurez répondu à ces propositions. On peut commencer tout de suite. Vous me disiez ce que vous en pensez. Merci de votre attention.